Aujourd'hui, je voudrais te présenter une championne d'exception. Une championne qui a un langage particulier. Une championne qui a une éthique, que ce soit dans la conception de la compétition, la conception de l'entraînement et la conception de l'enseignement. Il s'agit d'Amal Amjaïd. Cette jeune femme te surprendra par son approche des éléments du quotidien, aussi bien sur le plan des valeurs, de vivre ensemble, de la compassion, de la bienveillance. Elle te surprendra aussi par son approche de l'enseignement, aussi bien pour les tout petits que pour les plus grands. Salut, c'est Jean-Serge Moulumba, votre hôte de ce podcast dédié à vos relations plus épanouies. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, tâchez de le faire dès à présent. Tâchez également de liker, de partager ce contenu autour de vous, car cela m'aide, semaine après semaine, à construire plus de valeur pour vous. Alors, sans attendre, on écoute Amal Amjaïd. Et bonjour Amal. Salut, ça va? Ça va bien et toi? Bien? Bien, Waouh! super bien. Ah, mais je suis très très content de t'entendre, de pouvoir le C'est réaliser. gentil. Je te remercie d'avoir vraiment accepté de jouer le jeu depuis le temps. On a fini par le trouver, ce temps. Je te remercie à toi pour l'invitation. Vraiment, merci. Alors, je voulais te dire d'abord, donc, merci d'être là, merci d'être présente sur ce podcast. Il y a beaucoup de raisons qui me poussent à venir vers toi pour cette interview. Et je vais les résumer en trois. Déjà, la première chose, bon, tu es une grande championne, tout le monde le sait, mais enfin, ceux qui ne le savent pas, on va le dire, on va le repréciser, c'est une grande championne. Et deux, tu as une tenue, une esthétique, une tenue, que ce soit au niveau de ton langage, ta façon de t'exprimer, ta façon de dispenser ton message, qui me touche tellement, que je me suis dit, mais ça, c'est quelqu'un qui a vraiment quelque chose à enseigner à beaucoup de monde. En plus, C'est gentil. Ça me touche. C'est vraiment gentil. et puis le troisième point, c'est cette dimension que tu accordes au relationnel. Tu sais, tu en parles souvent, le relationnel autour de toi pour faire de toi la grande championne que tu es aujourd'hui, la façon dont tu te projettes vers les autres par le don que tu es, que tu manifestes, ne serait-ce que par ton activité associative, parce que j'ai regardé un peu tout ce que tu faisais et je me suis dit, waouh, ça fait beaucoup de choses qui font de toi quelqu'un de particulier, non seulement une championne, mais aussi un être humain assez spécial, dont j'avais vraiment envie d'avoir la présence et le manifeste ici. Oh, merci. Merci beaucoup. Ça me touche. Très bien, super, super, Amal. D'abord, comment vas-tu? Comment vas-tu aujourd'hui? Tout va Ça bien? va? Je vais très bien. Très bien. Ça va. Je suis en pleine écriture d'un travail de fin d'études. D'accord. Et je continue à m'entraîner, bien sûr, parce que normalement, la saison sportive reprend en septembre. Oui, c'est ça. Donc voilà, tout va très bien. Il fait bon. Voilà. Très bien. Oui, parce que tu m'as fait comprendre que tu avais repris l'entraînement, en fait, tous les jours de 5 heures à 7 heures, enfin 3 heures d'entraînement par jour, C'est etc. ça. Bon, C'est ça. on va commencer, on va commencer par le jiu-jitsu brésilien parce que c'est aussi les choses que beaucoup de gens attendent de toi et veulent savoir. Moi, j'ai reçu pas mal de questions de filles qui sont de gabarit léger et qui se disent, mais comment ça se passe quand on est d'un gabarit léger comme ça pour commencer dans le jiu-jitsu? On n'a aucune force, on n'a aucun moyen. Et j'ai dit, tiens, je poserai cette question à Amal et elle répondra. Il faudra écouter sa réponse. Pour toute personne qui veut débuter en jiu-jitsu et qui est femme et qui est d'un poids relativement faible, comment est-ce qu'il faut commencer? Sur quoi est-ce qu'il faut mettre l'accent au début? Je pense que tout d'abord, il faut comprendre un peu le concept du Jiu-Jitsu. Comment est-ce qu'il a été créé, en tout cas Jiu-Jitsu brésilien, par qui, puisque le maître Helio Gracie était de corpulence très faible, Exactement. petit, qu'il n'était pas comme ses frères. Donc, il a dû adapter le Jiu-Jitsu à sa propre corpulence. Ça veut dire que le Jiu-Jitsu est aussi fait pour moi, étant donné que je suis petite.
Et donc, il a mis en place un tas de leviers qui permettaient de battre un adversaire beaucoup plus grand et beaucoup plus fort. Et donc, il a réussi à faire comprendre aux gens qu'en fait, peu importe ta taille, peu importe ton poids, peu importe ton gabarit physique, tu as toujours tes chances. D'accord. Et donc déjà, oui. Quand on comprend le concept, on est déjà beaucoup plus confiant et on comprend déjà plus ou moins la logique du Jiu-Jitsu. D'accord. D'accord. Et toi, si tu avais une astuce personnelle à leur donner, ce serait quoi? Toi, ta démarche à toi, comment ça se passe? Mais c'est déjà, pour moi en tout cas, c'est déjà comprendre sa propre personne, physique, aussi bien mentale, ses capacités, ses compétences, et savoir sur quoi toi, tu peux jouer. Quelle est ta force, toi, sur ton adversaire? C'est-à-dire que moi, je suis fine, je suis forcément plus rapide, donc je vais jouer sur la vitesse, essayer d'avoir toujours un point d'avance, et ainsi de suite. Et donc, c'est vraiment de comprendre qu'en fait, même si tu parais faible physiquement, tu as toujours un avantage. Toujours. Et si on prend par exemple une situation comme, allez, on est sur le tatami, et toi je t'ai vu faire même avec dans l'absolu, c'est incroyable. Tu es comme une machine, tu n'as peur de rien, tu es dans ton programme. Mais mettons, une débutante a intérêt à travailler par exemple plus le passage de garde, éviter le dos, si elle est légère, fine contre les gros, les grands, etc. Est-ce qu'elle doit d'abord se tenir debout? Elle peut aussi déjà commencer à être assise et à gérer la défense comme ça, d'après toi? Ça dépend en fait. Si l'adversaire maintenant a vraiment si toi-même tu sais que tu as une bonne garde, que tu as réussi à travailler ta garde, il n'y a pas de souci à se coucher. Hein. D'accord. Au sol, tu as vraiment des leviers qui permettent de déplacer, de soulever, d'amener au sol des personnes beaucoup plus grandes et beaucoup plus fortes. D'accord. Moi je n'ai pas vraiment peur quand je combats de me coucher. Ah, ok, c'est la question qui me venait à l'esprit. Tu n'as pas d'appréhension, toi, quand il y a un plus lourd, une plus lourde? Non. Non, pas du tout. Donc d'ailleurs, c'est quasi l'une des premières choses que je fais, c'est dès que je commence, j'essaie de me coucher et essayer peut-être des sweeps à arracher, essayer de soulever, essayer de mettre mes pieds au bon endroit. Je sais que j'ai pas la force nécessaire pour la soulever telle qu'elle est. Exactement. Donc je vais essayer de trouver des techniques qui vont déjouer la force, qui vont la surprendre. Et donc c'est vraiment magnifique le jiu-jitsu. C'est tellement vaste que tu peux toujours trouver ta manière à toi d'y arriver. Bon, on a quand même là quelqu'un qui est championne IBJJF, moins de 55 kilos, moins de 62 kilos, moins de 70 kilos, médaille de bronze, ADCC, bref, je sais pas, il y en a plein, donc elle sait de quoi elle parle. Ah, c'est super ça. Mais alors, pour rester encore dans ce cadre stricto sensu jiu-jitsu brésilien, comment tu perçois l'enseignement? Je veux dire, est-ce qu'il y a une dominante plus technique, une dominante plus conceptuelle dès le départ, ou qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que parfois, la débutante, le débutant est perdu devant le flot d'informations techniques à absorber, à digérer. Donc, comment est-ce qu'il faut procéder d'après toi? Mais pour moi, ce que je pense et ce que je fais avec mes élèves à moi, c'est que j'explique d'abord le concept du jiu-jitsu, qu'ils comprennent plus ou moins la logique, comment ça fonctionne. Et puis, c'est de tout doucement les amener à combattre. Donc après quelques séances, les amener à combattre et à suivre leur instinct, ce qui est super important. Ah, mais vas-y, parle un peu de l'instinct. J'ai jamais entendu parler de ça. Ça veut dire que de manière naturelle, on peut remarquer chez certains débutants que de manière naturelle, ils vont appliquer des techniques qu'on leur a jamais appris. Ah oui. Et en fait, c'est vraiment l'instinct. Ça veut dire que c'est des choses naturelles. Ah oui. Et c'est vraiment impressionnant. Ah, c'est vraiment impressionnant. Ça... Et alors, par rapport au combat et à ce que je peux observer, je complémente leur instinct avec de la technique. Ah, donc je pars de eux-mêmes pour après compléter avec mon savoir. Mais c'est impressionnant que certains... On peut vraiment penser que le jiu-jitsu, c'est quelque chose de vraiment naturel. Ça émerge d'eux-mêmes, en fait, comme ça, spontanément, sans qu'on leur dise quoi que ce soit. Et après, toi, tu les orientes dans ce qu'ils ont choisi. Tu les orientes là-dedans et tu affines leur information. Ils utilisent les techniques de manière inconsciente, de manière naturelle, avec l'intelligence et la logique aussi parfois. Mais tu as un exemple de ça, par exemple, parce que c'est surprenant. Par exemple, quelle technique? Il va sortir spontanément une de la riva ou une reverse de la... Je sais pas moi. C'est quand même fou.
Mais ça peut être très simple. Ça peut être par exemple, t'es débutant, on passe ta garde, Oui. et de manière naturelle, tu vas faire la crevette. Tu vois, Ok, la crevette, ouais, la crevette, bien sûr. de manière naturelle, en fait, tu vas repousser et reculer. Ok, Et donc, d'accord. par rapport à ça, ben, tu sais, attention, tu mets ton pied là, c'est beaucoup plus efficace, et alors tu complémentes étape par étape, pour pas qu'il soit trop submergé par la technique et qu'il s'en sorte plus. C'est vraiment de lui-même, ça part de lui. Super. Bon, et maintenant concernant, tu sais, l'atmosphère, parce que, bon, le jiu-jitsu c'est spécial, hein, quand on arrive, quand on ne sait pas, c'est pas facile pour les débutants, il est quand même très souvent dans la situation d'apprendre, c'est pas lui, ça va pas être le victorieux la plupart du temps. Et souvent, il y a il y a de la frustration, il y a des pleurs, souvent il y en a qui partent en émotion, qui sont vraiment frustrés, etc. Donc, comment est-ce que tu abordes ça, toi, dans tes cours? Comment est-ce que tu les exposes à ça et comment est-ce que tu leur permets de gérer ce genre de choses quand l'émotion déborde, qui ne comprennent pas, qui se sentent débordés, etc. Et c'est ça, c'est de leur apprendre d'abord que le jujitsu, en fait, comme il disait Maître Elio Grassi, c'est que le jujitsu est un sport assez spécial parce que chaque jour, on continue à inventer de nouvelles techniques. Et donc, on n'arrive jamais à la limite du savoir. Et donc, même si tu es très bon physiquement, techniquement, même si tu as une très bonne intelligence et logique de combat, tu trouveras toujours quelqu'un de plus fort que toi. Et donc, ça, c'est une leçon que j'ai vraiment mis en tête. Et ça te permet d'accepter plus facilement le fait que tu puisses être vaincu, mais aussi ça t'apprend la patience parce que moi, par exemple, au départ, j'étais pas douée du tout. J'avais cette envie de gagner, c'est sûr. Je pleurais aussi quand je perdais. Mais j'ai appris... On dirait pas, hein, parce que tu sais ton anecdote là, ce garçon qui s'est amusé à prendre ton bonnet et aller le jeter dans les toilettes et la suite ce qu'il a vécu, eh ben, on dirait pas, hein. On dirait que tu étais déjà faite pour le jiu-jitsu. Eh bien, ce qui est marrant, c'est qu'une fois que je suis montée sur le tatami, j'ai compris que j'étais pas du tout la plus forte. C'est vrai? Et qu'il y avait toujours plus fort que moi. Bien sûr, Ah bien oui, sûr. Je peux dire qu'au début, c'était pas facile pour moi. Ah bon, d'accord. C'est-à-dire que, ben oui, tu étais débutante et donc tu devais tout apprendre. Exactement. Donc l'humilité, je l'ai bien apprise au jiu-jitsu. J'ai aussi appris à patienter, que les choses se construisaient étape par étape, que ce soit dans le jiu-jitsu ou dans la vie. Et que donc, il fallait vraiment être patient pour réussir à un moment donné à atteindre son objectif. Donc c'est ce que tu inculques donc à tes élèves pour qu'ils puissent dès très tôt commencer à être patients, commencer à se mettre dans ce rythme de patience pour gagner les choses petit à petit. Exactement. D'accord. Ça, c'est formidable. Et puis, maintenant, on va peut-être passer à un stade un peu plus environnemental, dans le sens où tu as dit, hein, je l'ai entendu souvent, que toi, pour aller dans la direction où tu veux aller, parce que tu m'as dit 10 titres mondiaux, hein, c'est ça ton objectif? C'est toujours celui-là? C'est ça. C'est ce que je voudrais atteindre. Ouais. C'est toujours celui-là. On en est à combien? 7? 8. Ah, 8? J'en ai... Oh, mais il n'y a plus que 2 alors. J'espère. Ça va être cette année. J'espère y arriver. J'espère bien. Ah, bon, d'accord. Oh, mais c'est presque fait. Mais tu as dit que pour atteindre de tels résultats, de telles performances, il fallait vraiment avoir autour de soi un entourage qui fonctionne et qui te porte. Est-ce que tu peux nous préciser, bon, tu parles souvent de ton coach, hein, ton beau-père qui est ton coach aussi, et de cette phrase magique qui dit tout le monde est venu sur Terre pour déposer quelque chose de beau, et maintenant c'est ton tour à toi, quand tu montes sur le tatami, de montrer ce que tu as de beau dans le cœur. C'est ça, exactement. Ah oui, ça, je l'ai absorbé cette phrase pour moi aussi. Je m'en veux pas, hein. Je t'en prie. Donc, est-ce que tu peux nous dire en quoi consiste vraiment la fabrication d'un bon entourage autour de soi? Comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce qu'on le fait? Et pour ma part, en tout cas, ça s'est fait naturellement. C'est-à-dire que j'ai réussi à m'entourer de personnes qui croient en moi et qui ont cru en moi dans les moments les plus difficiles. Donc c'est vraiment de l'amour, de la bienveillance, sans condition. C'est-à-dire que même dans les moments les plus difficiles, ils ont réussi à croire en moi, à me pousser, à me motiver.
Et donc, c'est vraiment la positivité qui m'entoure, qui m'aide aujourd'hui à continuer et à y arriver. Et donc, c'est vraiment ça. C'est mes parents, ma famille, mes amis, mes partenaires d'entraînement. C'est cette bienveillance. C'est vraiment le fait que tout le monde sait où je veux y arriver. Et tous les sacrifices et tout le travail que ça demande. Et donc, ils sont vraiment là dans mon quotidien pour essayer de m'apporter de l'aide, pour me motiver, pour essayer de faire en sorte que je puisse les atteindre. Et donc ça, je pense que ça peut se faire naturellement. Donc c'est une sélection naturelle qui se fait et qui fait que tu t'entoures en fait que des personnes qui vont pouvoir être là pour te nourrir de leur amour, de leur savoir, etc. C'est incroyable ça. Mais ça me rend perplexe parce que donc ça veut dire toi tu as une sorte de chance, tu es une bénédiction. Parce que cette bienveillance dont tu parles, c'est tellement beau quand on l'expérimente autour de soi. Mais pour ceux qui veulent atteindre un objectif, il y a un jeune avec qui je m'entraîne qui me dit ah mais moi tu sais j'attends que le Jiu-Jitsu à 17h parce que j'ai rien d'autre, sinon la journée c'est de la PlayStation et j'attends que ça se passe etc jusqu'à 17h et après je viens au Jiu-Jitsu parce qu'ici je rencontre des gens avec qui je m'entraîne et il avait l'air de patauger un petit peu comme ça. Donc pour des gens comme ça qui n'ont pas visiblement cette structure bienveillante, comment est-ce que l'on peut faire le distinguo entre quelqu'un qui s'approche, qui est bienveillant, et quelqu'un qui s'approche et qui peut être toxique? Mais justement, ça malheureusement, ça s'expérimente avec le temps. C'est-à-dire que bien sûr, j'ai rencontré des personnes toxiques, mais bien sûr. Et puis j'ai rencontré aussi de très belles personnes. Et la sélection se fait automatiquement. Ça veut dire que si je sens quelque chose de négatif qui ne m'aidera pas, qui au contraire risque d'être nocif pour moi, je m'en éloigne automatiquement. C'est une sélection qui se fait, mais bien sûr, je suis tombée sur des personnes qui étaient vraiment toxiques et j'ai dû m'en éloigner. C'est pas une chance en fait. Non. C'est vraiment la composition de mon entourage. D'accord. Et ça, c'est avec l'expérience. Je veux dire, ça se reconnaît pas physiquement. Ok, d'accord. C'est vraiment. C'est vraiment l'expérience. C'est des blessures, mais bien sûr, ouais. D'accord. Des fois, on est blessé et on apprend de leçons. Mais maintenant, avec cette expérience, tu as peut-être développé une sorte de schéma d'indicateur qui te montre que, tiens, ici, il y a un risque potentiel à ce que ça ne marche pas bien, et là, ça a l'air plutôt d'être un signal vert. Non? Est-ce qu'il n'y a pas ce genre de formule de détection qui devient de plus en plus fine avec le temps chez toi par rapport à des personnes, l'entourage? C'est assez spécial parce que souvent ça se fait de manière... non, c'est quelque chose qui ne se voit pas. C'est-à-dire que tu approches quelqu'un, tu sens cette humilité, cette gentillesse, et c'est vraiment cette envie de te vouloir du bien. C'est quelque chose qui se sent et qui ne se voit pas. Et donc oui, je ne peux pas le reconnaître physiquement, mais en parlant, en apprenant à connaître, tu peux sentir. C'est vraiment quelque chose qui se sent. Ok, c'est super cool. D'accord, super cool d'entendre. Ah, ok, d'accord. Tu sais, tu as parlé de quelque chose qui m'a vraiment touché et tu en parlais de cette anecdote, peut-être que tu l'as cité souvent, hein, ton voyage à 11 ans du Maroc en vélo de Bruxelles jusqu'au Maroc, et tu en parles de ce moment comme étant quelque chose de très précis pour toi parce que ça a permis de développer quelque chose d'unique dans votre famille. Et tu dis que beaucoup de gens sont dans des familles mais n'ont pas vraiment conscience de cette dimension familiale, de ce que ça représente que d'être en famille. Alors moi, je voulais te dire, c'est quoi, d'après toi, ces choses qui pourraient manquer à cette conscience familiale quand on ne l'a pas? Mais nous, on a eu la chance de le vivre pleinement. Et sans ce voyage, notre vie aurait été aujourd'hui différente. Je ne pense pas que j'aurais eu le même lien avec mon frère, que j'aurais eu le même lien avec mes parents. C'était un voyage où j'ai vraiment appris que quand on est vraiment dans des moments très difficiles, quand on est dans des moments où on a envie d'abandonner, quand on se sent mal, eh bien, il y a toujours les miens pour être là, pour me soutenir, pour m'aider, pour me relever, pour tendre leurs mains. Et donc, c'est vraiment un voyage qui a mis les choses, qui a déposé les choses concrètement, qui m'a appris concrètement ce que voulait dire le mot famille. Famille, c'est quoi? Famille, c'est
les personnes qui t'entourent, qui vont être là tout au long de ta vie, je l'espère, et qui seront là peu importe les difficultés que tu rencontreras, qui seront là et qui te voudront du bien, qui seront là pour t'aider. Et donc nous, on a vraiment, pendant ce voyage-là, rencontré des moments très difficiles, que ce soit moi, ou une fois, un jour c'était ma mère, un jour c'était moi, un jour c'était mon frère. Et donc on était vraiment là les uns pour les autres, on était là pour s'entraider, et au final pour un objectif commun. C'était ce voyage, c'était d'atteindre le Maroc à vélo en un mois. D'accord. Et on l'a fait. Et tu avais 11 ans, C'est ça, j'avais 11 ans et ce qui est marrant, c'était que, en fait, pour mettre le contexte, c'est que ma mère voulait absolument aller au Maroc, parce qu'elle est originaire de là-bas, et elle voulait aller voir sa famille, la famille qui était restée là-bas. Et mon père ne voulait pas trop aller au Maroc à ce moment-là, il n'avait pas très envie d'y aller. Et elle sait très bien que ce que mon père aime le plus, ce qu'il aime vraiment, c'est le sport et l'aventure. Et donc elle s'est dit, je vais réussir à trouver une stratégie qui va l'amener au Maroc. Et elle a dit, bah, tu sais quoi Khalid, est-ce que ça dit qu'on aille au Maroc, mais à vélo? Et donc là, je peux te dire que mon père n'a même pas réfléchi et il a dit oui tout de suite. Ah oui, elle a su comment attirer sa passion et mettre au service sa passion pour aller vers cette et tu aventure. vois, ça c'est le jiu-jitsu aussi. Ouais, oui, effectivement. Les sciences. C'est génial. Et donc, on s'est rendu compte que c'était vraiment un long voyage, que ça allait être difficile. Et pour essayer de préparer ce voyage, mon frère et moi, on a dû aller donc, de l'école, enfin de la maison à l'école tous les jours à vélo. D'accord. Et donc on faisait Bruxelles-Waterloo, puisqu'on allait à Waterloo à l'école. On faisait Bruxelles-Waterloo tous les jours à vélo, ce qui nous faisait 25 km aller, 25 km retour. Je revenais, je faisais mes devoirs, je mangeais et j'allais au jiu-jitsu. C'était comme ça tous les jours. Wow. En fait, très tôt, avec cette aventure-là, tu as aussi appris le bien fondé des disciplines, des choses régulières à fonder, en fait. Exactement, donc c'est ça, c'est quand on a un objectif en tête, c'est qu'on ne peut pas se lancer comme ça, qu'il y a quand même une certaine préparation, une certaine patience, parce qu'on a dû faire ça pendant 1 an, préparer le voyage, pour au final réussir à mettre en place l'objectif. Et donc, pendant ce périple, on a rencontré des moments marrants, difficiles, beaucoup d'émotions. Et au final, quand on est arrivé au Maroc, on était vraiment pressés d'arriver. Donc, on était fatigués, épuisés. Quand on est arrivé au Maroc, on s'est tous mis à pleurer en fait. Et on s'est rendu compte qu'on pleurait pas parce qu'on avait réussi, mais parce que c'était terminé. Et donc on était vraiment triste que l'aventure s'est terminée. D'accord, waouh, ça alors, c'est magnifique. Mais alors raconte-nous juste, on y est 2 ou 3 anecdotes qui t'ont marqué pendant ce voyage. Oh, il y en a plusieurs. Ah ouais. Il y en a plusieurs. Ah ben plusieurs si tu veux. Alors il faut savoir que mon père avait préparé le voyage. Oui. Et donc il avait déjà plus ou moins, on va dire, tracé le chemin qu'on allait prendre. Et il avait déjà plus ou moins posé des dates. Ça veut dire tel jour on arrivera là, tel jour on arrivera à cet endroit-là, etc., etc. Sauf que en préparant, mon père a oublié qu'il y avait des pentes sur le chemin. Et que donc tu ne pouvais pas faire 100 km, tu vois, sur du plat. C'est pas... C'est pas la même chose, ça prend pas le même temps. Et donc, une fois arrivé tout près des Pyrénées, mon père va dans un café, au bar donc de l'hôtel, et il dit oui, nous demain on doit arriver de l'autre côté, donc des Pyrénées. Et les gens lui disent mais c'est impossible, vous allez jamais y arriver, c'est que des pentes, c'est vraiment 20 km de pente. Et mon père n'y croit pas. Donc il se dit 20 km de pente, c'est pas possible, c'est impossible. Et il se dit, donc il rentre chez nous le soir et il dit oh, tu sais ce qu'ils me disent les gens là, que c'est 20 km de pente et qu'on n'y arrivera jamais en une journée. Et il rigole, tu vois, il se dit mais ils disent n'importe quoi, ils étaient sûrement saouls. Et le lendemain matin, on prend la route. Et au début, c'était plat. Donc tout allait bien, on s'amusait, on rigolait, tout était cool. Et tout doucement, le chemin commence à faire ça. Et là, mon père commence à se poser des questions. Et il se dit, est-ce que eux étaient saouls ou c'était moi qui étais saoul? Ah
ouais. Et au final, oui, on a mis toute une journée pour traverser, donc pour monter la pente qui faisait 20 km. Ah ouais. C'était énorme. Ah C'était ouais. 20 km de pente, en sachant que ma mère avait eu une entorse à la cheville, donc sa cheville était vraiment très gonflée. Ah oui. Et on a dû s'arrêter plusieurs fois. Elle a été vraiment très courageuse. Elle s'est dépassée. Elle a continué à pédaler avec vraiment une cheville fort enflammée. Ah oui. Et une fois arrivé en haut, on était super heureux. On avait une super belle vue. Wow. C'était vraiment magnifique. Sauf que, bon, la descente, elle a été très rapide. Super rapide. Et donc ça, c'est une des leçons Wow. qu'on a apprises. Que voilà, c'est la préparation, oui, mais il y a quand même certaines Il y a choses des auxquelles il faut faire surprises. attention. Il y a de belles surprises. Et puis aussi en Espagne, ce qui s'est passé, c'est que, en fait, on s'est rendu compte qu'en Espagne, donc tant que tu es en ville, tout se passe bien. Ah. Et entre un village et un autre, des fois, ça paraît désertique en Espagne. Tu peux avoir 70 km sans rencontrer personne. Ah d'accord. Pas de village, pas de maison, rien oui. pendant 70 km. C'est flippant ça. Oui, franchement, ouais. Et surtout quand il fait super chaud. Ah oui. Et que nous, on avait tendance à toquer aux portes pour demander aux habitants de remplir la gourde pour qu'on puisse s'hydrater. Et il faisait vraiment super chaud. Et donc pendant 70 km, on a pédalé, on a roulé. Et mon père, pour nous motiver, il disait ouais, vous inquiétez pas, on va très bientôt arriver, vous allez manger plein de glace, on va pouvoir nager, prendre des douches froides. Et on arrive au village, et on se rend compte que le village est tout petit, qu'il n'y a presque rien du tout, et qu'il n'y a pas d'hôtel. Ah. Donc, il n'y a pas d'hôtel, il n'y a pas de lieu d'hébergement. Et là, on s'est dit, oulala, comment on va faire? On ne peut pas continuer, parce qu'en fait, on ne sait même pas combien de kilomètres il y a entre ce village et le village. Et l'autre, et oui. Exactement. Donc, on s'est dit, non, on ne prend pas de risque. On va essayer de quand même dormir dans ce village-là. Mais où? Et donc, on voit une église. On trouve une église. Et on s'est dit, on va peut-être demander au prêtre pour dormir à l'église. Wow. Sauf que même dans ce petit village, on n'a pas trouvé le prêtre. Ah bon? D'accord. Oui. On a demandé aux gens, les gens se sont mis à chercher avec nous et on a dit non, enfin ils nous disaient non, le prêtre n'est pas là aujourd'hui, on ne le trouve pas. Et puis il y a une gentille dame, une très gentille dame qui est venue chez nous et qui nous a dit, vous savez quoi, je vous ouvre la porte de ma maison, ce soir vous pouvez dormir chez moi. Et cette dame nous a accueillis chez elle, vraiment super gentille. Et donc on a pu dormir sur place, on a dormi, on a mangé, on a discuté, on a partagé de beaux moments. Et franchement, sur cette route, on a rencontré de très belles personnes. Ils nous ont vraiment nourris au niveau du cœur, vraiment. Ils nous ont appris sincèrement ce que c'était la solidarité, le partage. Et donc, on se rend compte qu'on a vraiment beaucoup à apprendre des gens. Wow. Ah, c'est très touchant, ça. Ah ouais, c'est très touchant. C'est très touchant. Voilà, donc ce voyage a été magnifique. Et je souhaiterais vraiment, c'est sincère, je souhaiterais vraiment refaire un voyage comme celui-ci, peut-être avec ma famille à moi, donc peut-être avec mes enfants, dans le futur. Mais c'est vrai que quand on entend, carrément on vit l'histoire, on vit l'expérience, on prend le bénéfice de ce que tu as vécu. Parce qu'il y a une vibration à ça. Tu sais, quand tu en parles, il y a une vibration communicative j'espère aussi pour ceux qui regardent qui regarderont, parce qu'on le ressent. Et du coup, c'est vrai que ça rejoint cette question que je te posais en début, mais quand on n'a pas ce genre d'expérience, parce que c'est vrai, moi, personnellement, j'ai jamais eu à traverser une période aussi forte en famille. Et là, il y a 30 jours quand même, c'est ça? C'était 30 jours? 30 jours, oui, c'est ça, un mois. C'était un mois quand même. Un mois d'aventure, d'inconnu, etc., de risques, d'émerveillement, de fatigue, d'essoufflement, de craques, enfin, toutes sortes de choses qui pétrissent le cocon familial. Et en fait, on ne se rend pas compte, mais à quel point un mois, en un mois, on peut apprendre tellement pour toute la vie. C'est impressionnant. Un mois peut changer toute une vie. Ah, oui. Et ça nous a vraiment changé. C'est incroyable. Et c'est pour ça que tu le disais aussi avec ton rapport au temps. Tu disais, tu as parlé beaucoup aussi de Nafissa Toutiane, une personne que tu aimes bien. Et je suis aussi allé la regarder pour entendre comment son esprit bouge.
Et tu disais ton rapport au temps, tu pensais que pour des gens qui veulent faire quelque chose de bien, de beau et de bon, c'est bien de se préparer tôt. Et tu disais qu'il n'était pas assez tôt pour un enfant d'être mis en face de valeurs, etc., d'objectifs, de discipline, etc., pour préparer son avenir. Ah oui. Qu'est-ce que tu entends par là, en vérité? Qu'est-ce que ce serait? Parce que je t'ai vu aussi donner de l'assistance à des enfants, tu sais, des footballeurs de quartier, tu leur donnais des schémas de nutrition, etc. Mais pour toi, ça veut dire quoi? À quel âge il faut être exposé aux valeurs et à quelles valeurs? Pour moi, il n'y a pas d'âge. Ça veut dire que souvent, on entend, enfin, il arrive souvent, j'imagine que toi aussi, tu as dû entendre cette phrase, où un enfant fait une bêtise, ou un enfant fait quelque chose de déplacé ou quoi, et on dit, c'est pas grave, il est petit, on verra plus tard, c'est pas grave. Bien sûr. Alors que non, il est jamais petit, il est jamais trop petit pour apprendre quelque chose. Et donc moi, c'est là où je veux en venir, c'est qu'on peut apprendre des choses très tôt, et plus tôt on les apprend, mieux c'est pour nous, pour l'avenir. Que ce soit l'organisation, que ce soit l'entraide, que ce soit la responsabilité. Un enfant, tu le responsabilises très tôt, c'est super. Et donc c'est vraiment toutes ces différentes compétences qu'on peut acquérir très tôt, et plus tôt on les acquiert, mieux c'est pour notre futur, pour notre avenir. D'accord. Et ça veut dire que très concrètement, il faudrait parler aux enfants de la compétition, de l'histoire de perdre, de gagner. Il faudrait parler, par exemple, des ressources. Est-ce qu'il faudrait parler des gens qui sont nourriciers, des gens qui sont toxiques? Il faudrait parler de la finance, il faudrait l'exposer à ça? Ça dépend, par exemple, tout ce qui est finance, etc. Je ne le ferai pas si tôt. Enfin, moi, je partirais plus sur l'aspect humain, déjà, ce qui est vraiment, pour moi, l'un des aspects les plus importants. C'est-à-dire la relation à soi et la relation à l'autre. Je partirais plutôt de ce principe-là, savoir vivre ensemble, savoir s'entraider, savoir aimer l'autre et s'aimer soi-même avec ses défauts et ses qualités. Je partirais de ça avant de partir sur tout ce qui est beaucoup plus pratique. Mais tu penses justement s'aimer soi-même, s'aimer les autres, s'entraider, tu penses que le Jiu-Jitsu en lui-même est une bonne école pour ça? Parce que moi, je sais pas, je suis un peu perplexe par rapport à ça. Je regardais un prof qui disait, tu sais, moi, je n'ai pas besoin de donner quelque autre valeur que celle que apportent les techniques du Jiu-Jitsu. Mais n'est-ce pas aussi le rôle d'un coach d'apporter ce genre de valeur? Sinon, comment est-ce que le Jiu-Jitsu, en quoi est-ce que le Jiu-Jitsu contribue dans ce que tu dis là, par exemple? Mais bien sûr, pour moi, c'est le rôle du coach, dans le sens où le coach doit réussir à montrer aux jeunes qu'il a sa place dans le groupe. Donc que chacun a vraiment sa place, particulièrement, que chacun est spécial dans le groupe. Oula. Alors là, redis-le, parce que si tu le dis, toi, on va te croire parce que tu es la grande championne. Donc, on va le redire doucement. Donc, tu dis que le coach doit montrer à chacun des membres du groupe que chacun a sa place. Exactement. Et pourquoi c'est important ça? C'est important parce que si le coach lui-même ne croit pas que l'autre a sa place dans le groupe, il sera automatiquement rejeté par les autres. Il est déjà rejeté par le coach. Il sera rejeté par le groupe. D'accord. Le coach est celui qui met les règles en place, qui veille plutôt à ce que les règles soient suivies par ses jeunes. Et donc, si lui-même ne les respecte pas, les autres ne le respecteront pas non plus. Donc, si moi, en tant que coach, je réussis à montrer aux jeunes que chacun a sa place dans le groupe, ce qui fait qu'en fait, on se rend compte que sans l'un, l'équipe ne sera pas la même. C'est quasi de l'amour, en fait. C'est qu'il y a un manque. Si toi, tu n'es pas là, l'équipe n'est plus la même. Wow. Chacun a vraiment cette place. Wow. Ça donne envie d'aller dans ton club. Hein. Mais comment tu mets ça Comment tu mets ça en place? Comment tu le mets en place, ça? Mais c'est vraiment ça. C'est que, en fait, c'est l'intégration du jeune dans l'équipe. C'est-à-dire que savoir faire prendre conscience aux autres de la valeur que le jeune a. Vous voyez, c'est vraiment mettre en valeur devant les autres et que les autres acceptent la valeur du jeune. Vous voyez, il est super fort. Lui, il peut être bon pour vous en tant que partenaire, par exemple. À lui, il est rapide. À lui, il est intelligent. À lui, il peut apprendre comment être technique. À lui, il peut apprendre comment être souple. Regarde, il est souple. Et ainsi de suite. Et donc, il y a un échange qui se crée, qui fait qu'en fait, on est dépendants les uns des autres. Et que si on enlève un pion,
ben, l'équipe n'est plus la même en fait. Et c'est vraiment cet échange. On apprend les uns des autres parce que moi, par exemple, un nouveau qui vient et qui ne sait pas mettre sa ceinture, je ne vais pas lui apprendre moi à mettre sa ceinture. D'accord. Je vais dire par exemple, si tu as un jeune et je vais lui dire, tiens, tu peux lui apprendre s'il te plaît comment mettre sa ceinture. Et alors je dis, voilà, lui il s'appelle Yanis, lui il s'appelle Pierre. D'accord. Pierre, Yanis, c'est ton nouvel ami. Est-ce que tu peux lui montrer maintenant comment il met sa ceinture? Et voilà, et donc ils vont aller tous les deux au coin, il va lui apprendre à mettre sa ceinture. C'est vraiment ce genre c'est de bêtes actions, mais qui font prendre conscience que l'autre est important pour nous. C'est fou ça. Quand on entend, c'est comme si la technique Jiu-Jitsu venait au service de l'humain. Et ce n'est pas l'humain qui allait au service de la technique. C'est très particulier quand j'entends, parce que tu as de l'humanisme. Ça vient peut-être de ce voyage, mais l'humanisme vibre fort en toi. Et donc j'imagine que ton cours est très porté sur ces valeurs de respect, de considération, d'entraide, de soutien, de compassion, de bienveillance, comme tu le soulignais tantôt. C'est vraiment ces choses dont... Et comment est-ce que, d'après toi, je ne sais pas, au haut niveau, parce que quand on arrive maintenant au haut niveau de compétition, de IBJJF, etc., est-ce que tu penses que ces règles que l'on a mises en place dans le club peuvent aussi être bénéfices à ce niveau-là, où on peut se retrouver de toute façon avec des types différents de règles, c'est-à-dire un endroit où il n'y a pas de règles peut aussi réussir à un tel niveau de compétition? Mais j'ai envie de dire qu'on a des règles de base, et puis tu as des personnes, forcément il y a des personnes qui ne les respectent pas et d'autres qui les respectent. Les athlètes ne sont pas tous identiques, n'ont pas toutes les mêmes valeurs. Le dopage le prouve, par exemple. Mais après, il y a quand même des règles de base, comme là, je parlais d'interaction et d'échange avec l'autre. On le sait très bien, nous, en tant que sportifs de haut niveau, qu'on ne peut pas devenir champion du monde ou championne du monde sans avoir des partenaires. Et les partenaires font en prendre soin. Il faut qu'il y ait quand même un lien de confiance entre moi et mon partenaire. Il faut aussi qu'il veuille ma réussite. Donc cet échange est vraiment bénéfique. Tu penses vraiment que... Attends, je t'arrête parce que comme j'ai l'occasion. Tu penses que ça, c'est dans la tête de tous les champions, ça? En fait, ils n'en prennent pas conscience, mais c'est quelque chose d'inconscient peut-être pour eux, mais moi j'en suis consciente, j'en suis parfaitement consciente, que sans tous mes partenaires d'entraînement, je ne serais pas la même athlète, je ne serais peut-être pas championne du monde, sûrement pas. J'ai besoin de mes partenaires, et je sais très bien qu'ils veuillent ma réussite, qu'il y a de l'entraide, qu'il y a de l'échange, qu'ils me donnent leur avis, donc c'est vraiment cet échange, c'est un lien qu'il y a entre moi et eux, et c'est un lien qui s'est créé par le Jiu-Jitsu. Allons un peu dans l'aspect purement technique de ce lien. Par exemple, j'entends un peu de tout. Quand on prépare une compétition de type ADCC ou IBJJF avec ses partenaires, et on est par exemple à 1 mois ou 2 mois, est-ce qu'il faut travailler extrêmement dur au risque de blesser même ses partenaires pour s'exposer à ce qui va être vécu pendant la compétition, ou alors est-ce qu'il faut le faire différemment et quand même trouver un bon compromis et ménager ses partenaires? Quelle est ton approche par rapport à ça? Parce que les partenaires, sans eux, d'accord, mais est-ce qu'il faut les faire subir quelque chose pour se rapprocher exactement des conditions? Comment tu le vois, toi? En fait, c'est pas, le travail dur ne veut pas dire blessure automatiquement. C'est-à-dire que nous, on est vraiment conscients, on fait attention quand on combat l'un avec l'autre ou l'un contre l'autre. C'est-à-dire? On fait attention à ne pas se blesser. C'est-à-dire qu'on fait vraiment attention à ne pas se blesser. On évite vraiment les mouvements qui pourraient blesser. Quand tu prends une clé de bras, par exemple, que la personne ton partenaire a peut-être une chance de sortir, est-ce que tu fais tout pour aller jusqu'à la rupture ou comment tu fais? Non. Donc il y a mon coach qui est très attentif. Dès qu'il y a une clé qui est prise, que ce soit la kimura du pied, que ce soit une clé de jambe ou une clé de bras, il dit stop. Que la personne soit souple ou pas souple, qu'elle pense pouvoir sortir ou pas, il dit stop. Le combat s'arrête là, il t'a pris en clé de bras. Et donc, on recommence à zéro. Mais on ne va pas jusqu'au bout de la clé, jusqu'à blesser, pour être sûr que l'adversaire abandonne, ça c'est pas possible. Ça, c'est pas possible. Moi je suis content. Non, ça c'est pas possible. D'accord. Et du coup, il y en a qui disent, si tu ne vas jamais au bout de la clé et que tu ne blesses pas, tu ne sauras pas vraiment c'est quoi la fin, c'est quoi le bout. Et donc tu ne pourras pas
en compétition, savoir si tu as vraiment une bonne clé ou pas. Qu'est-ce que tu dis par rapport à ça? La clé, elle est là. Elle est prise, elle est prise. Après, je ne vais pas aller jusqu'à faire mal à mon adversaire pour qu'il abandonne. Je le sais que je peux, c'est-à-dire que j'ai la clé. Je sais très bien qu'en montant super fort, je pourrais le blesser. C'est pas nécessaire, sinon après l'entraînement se transforme en compétition. Et ça a quand même un certain caractère. L'entraînement se transforme en compétition. Oh là là. Ça, c'est joli, ça. Et non, parce que l'entraînement, c'est l'entraînement. La compétition, c'est la compétition. C'est pas la même chose. On doit pouvoir avoir une atmosphère d'entraînement qui ne soit pas la même en compétition. Mais comment, justement, je te pose cette question parce que, je sais pas, je le vois, je le vis, je vois un peu les gens se comporter par rapport à ça, et ça me rend perplexe. Mais là, comme toi, tu es une championne, et que tu as des résultats pour toi, je voudrais savoir comment ça se passe dans les grandes structures. Voilà, tu vois. Dans les compétitions? Non, dans ton schéma à toi d'entraînement et cet entraînement par rapport à la compétition. Après, tout le monde ne fait pas la même chose. J'entends des champions dire non, à l'entraînement, on donne tout. Voilà, c'est la mort, c'est la mort, c'est la mort. Bref, tu vois. Non, parce que sinon, tu vas devoir changer de partenaire d'entraînement tous les mois. Hein. Ils vont tous abandonner. Ils vont tous arrêter le jiu-jitsu pour des blessures. Voilà. Et au final, tu te retrouveras tout seul parce que personne ne voudra s'entraîner avec toi. Non, c'est pas possible. Un sport, c'est pas... Non. C'est pas ce qui prépare à l'entraînement, c'est pas spécialement de devoir blesser son adversaire, c'est de réussir à être le plus performant possible, le plus optimal dans son physique, mais aussi dans sa technique. Il y a tellement de choses à développer dans le jiu-jitsu qu'il n'est pas vraiment nécessaire de se concentrer sur faire mal ou... Non, c'est pas possible. J'aurais pas de partenaire sinon. Oh là là, c'est vraiment... C'est magnifique d'entendre ça. En tout cas, voilà, c'est un point que j'avais à cœur de souligner parce que il y a tellement d'influence par rapport à ces immobilisations et ces prises de clés, même pour les débutants, surtout les débutants qui sont pris là-dedans, ils ne savent pas comment se sortir, c'est pas la peine d'aller le subjonctionner. Mais il m'est déjà arrivé, par exemple, simple exemple au World Pro, donc quand tu arrives au World Pro, championnat du monde professionnel à Abu Dhabi, on se retrouve dans l'hôtel, donc il y a tous les athlètes sélectionnés qui se retrouvent dans le même hôtel, et là il y a un tatami en fait, dans une salle de conférence, ils placent un tatami, et tout le monde peut s'entraîner. Et donc il m'arrive des fois d'aller pour m'entraîner, et je me retrouve à m'entraîner avec des personnes que je ne connais pas, qui souhaiteraient tourner avec moi. Et je me rends compte que oui, effectivement, ils pensent que c'est la compétition. Donc ils mettent beaucoup de force, et ils tirent, et ils poussent, et ils vont jusqu'au bout. Et ça, je refuse. Je dis non tout de suite. Ok. Bah, c'est comme une... Je ne peux pas prendre le risque de me blesser moi pour le... C'est pas possible. Et quand tu as, par exemple, des éléments qui arrivent, on a de tout un peu. Tu as des gens qui viennent par curiosité, mais qui ont des égos surdimensionnés et qui veulent prouver des choses alors qu'ils n'ont jamais fait de jiu-jitsu et qui sont vraiment dans tous les états électriques. Ils veulent casser tout le monde alors qu'ils ne savent pas faire du jiu-jitsu. Comment est-ce que tu te comporterais face à de telles personnes? Quel genre de règles tu préfères annoncer pour l'accueil de ce genre de personnes? Mais déjà, je pense pas que je le ferais combattre tout de suite. Il risquerait de blesser tous mes élèves, ce qui n'est pas possible. D'accord. Je commencerai déjà par lui expliquer les règles de l'académie, pas seulement les règles du jiu-jitsu, mais de l'académie. C'est-à-dire qu'ici, on est tous comme des frères et sœurs, comme une famille. On n'est pas là pour casser. Attends. Tu as des règles comme ça dans l'académie? Bien sûr. C'est quoi? Tu peux les dire un peu? C'est que on est ici comme une famille, donc il y a cet esprit de famille. On est des frères et sœurs. On n'est pas là pour casser, mais on est là pour aider l'autre à évoluer, mais aussi. Et donc, un élève comme ça, non, c'est pas possible. Il peut pas tourner directement, il va me blesser tous mes élèves. Et c'est pas, il n'est pas au bon endroit, en fait. Ça veut dire que je vais devoir d'abord lui expliquer les règles, comment est-ce que notre académie fonctionne, qu'est-ce qu'on est là pour l'autre, et comment te comporter face aux autres. C'est-à-dire qu'il va devoir apprendre à gérer ses émotions. S'il a beaucoup de colère en lui, il va devoir apprendre à gérer ses émotions pour après pouvoir avoir comme récompense la permission de tourner avec des élèves. D'accord. Oh, c'est super ça. Donc il y a un cortège de règles pour l'académie dont en fait tout le monde est au courant de ces règles. Ces règles sont bien sûr. Ok. Elles sont citées avant chaque cours.
ou Avant à la chaque fin de cours? chaque cours. Ok. C'est ça. Comme un rappel pour dire... Ok, d'accord. C'est ça. Pour toi, il n'est pas possible de conduire cette académie sans ce cortège de règles? Ben, on pourrait, mais elle serait plus la même. C'est-à-dire qu'on n'aurait plus le même esprit. Non, ce serait pas du tout la même chose. Il y a plein de clubs qui n'ont pas de règles, bien sûr, qui n'ont pas ces règles-là, en tout cas. Mais moi, je ne veux pas d'académie comme ça. Je veux une académie où tout le monde se sent chez soi. Quelque part où je sais qu'en y allant, je vais me faire du bien et pas du mal. Que je vais faire du bien à l'autre et que ça me fera du bien automatiquement à moi-même. Je veux dire, c'est la maison de tout le monde, c'est plutôt ça. Mais ça vient d'où ça? Là où tu as appris le jiu-jitsu, enfin à la base, c'était comme ça? Oui, oui, c'est ça. Donc c'est par mon coach et c'est ce qui m'a transmis. C'est l'une des choses les plus importantes, ce qui m'a transmise au-delà du jiu-jitsu et de la technique. D'accord. Aujourd'hui, cet espace de jiu-jitsu, bon, tu y performes là-dedans. Est-ce que tu comptes le faire évoluer, par exemple, en MMA ou toutes ces... Non, je resterai sur le jiu-jitsu. Après l'académie, elle a d'autres sports, bien sûr. Elle a la psychomotricité, donc apprendre aux plus jeunes à savoir gérer leur corps, l'espace, etc. On a aussi du foot fauteuil, donc c'est du football pour les personnes en chaise roulante. Mais je ne compte pas donc changer le jiu-jitsu par du MMA ou quoi que ce soit. Je n'ai pas cette intention-là du tout. Le jiu-jitsu m'a beaucoup apporté et je suis certaine qu'il pourrait apporter encore plus à beaucoup de monde. D'accord. Est-ce que tu fais le distinguo entre le gi et le no-gi? Je ne sais pas, je n'ai pas vu beaucoup de combats en no-gi. Non, justement, donc j'ai jamais participé à la DCC, pas encore. Ok. J'ai fait l'USJF, le JIF, l'IBJF. Ok. Mais comme je passe beaucoup de mon temps, enfin une grande partie de mon temps à m'entraîner en gi, si je souhaite participer à une compétition en no-gi, il va falloir que je réduise mon entraînement en gi pour passer en no-gi. D'accord. Pour pouvoir m'entraîner en no-gi. C'est quelque chose qui te parle? Oui, je pense bien, peut-être bien dans le futur, je souhaiterais bien participer peut-être à la DCC, qui sait. Ah, d'accord. Oui, parce que je me disais, tiens, il faudrait que je pose cette question parce que je n'étais pas vu souvent sur la plateforme Nogi. Non. D'accord. Alors, j'avais Nafissa Toutiam. Bon, elle a répondu à une interview et on lui demandait, c'était Ato Boldon, c'est un ancien champion aussi de l'athlétisme, qui lui demandait son rapport au record du monde. Et elle disait, non, moi, le record du monde, ça ne m'occupe pas l'esprit, c'est l'affaire de mon coach. Moi, je préfère apprécier le process, étape après étape. Toi, je t'entendais dire, donc, tu as dit, bon, maintenant, on n'a plus que 2, après, tu auras les 10. Et je voulais te poser la question, est-ce que c'est la finalité des 10 ou c'est le process? C'est quoi la dominante chez toi? Mais non, moi, c'est d'abord ma passion. C'est vraiment ce que j'aime. J'aime les challenges, j'aime le jiu-jitsu, j'aime la compétition et j'aime gagner, bien sûr. Donc, bien, je ne pense pas m'arrêter au 10 ou au 11. Je pense aller... Oui, je veux dire, j'essaierai de me dépasser, ça veut dire que de faire mon maximum, aller le plus loin possible dans le jiu-jitsu. Et une fois que j'aurai atteint mon maximum, eh bien, je verrai bien ce que l'avenir me destine, je verrai bien ce qu'il y aura de nouveau à l'horizon. Et je suis sûre que j'aurai toujours quelque chose de beau à faire. C'est super. Mais qu'est-ce que si tu voulais qu'on retienne quelque chose, que l'on soit jeune ou que l'on soit moins jeune, de la spéciale Amal, ce serait quoi exactement? Les choses qu'on retienne? Ouais, de toi. J'ai pas bien entendu. Quelque chose qu'on retienne de toi, qui te représente fondamentalement, ce serait quoi? Ce que je pense, c'est que ce que j'aimerais en tout cas qu'on dise de moi, après ma mort, c'est que Amel était une magnifique athlète, une magnifique jiu-jitsukaine, mais surtout une très belle personne. Surtout une très belle personne. Ah ben ça c'est la trame, c'est vraiment la trame de ta personnalité, de ce que tu es, de ce que tu fais, de ce que tu offres. C'est vraiment quelque chose qui transpire de partout, c'est génial. En tout cas, je l'ai ressenti pleinement tout au long
tout au long de cet échange. Et pour terminer, je voudrais bien renverser les choses. Si toi, tu as une question à me poser, ce serait quoi? À toi, Ouais. une question. Très bonne question. D'abord, on se connaît pas très bien, donc c'est déjà quel est ton lien avec le Jiu-Jitsu? Mais le Jiu-Jitsu, j'y suis venu après avoir fait longuement de l'aïkido. Et après, au bout d'un moment, je me suis dit, tiens, je voudrais m'entraîner différemment parce que là, je saturais un peu, il n'y avait plus de connaissances. Et j'ai eu envie d'avoir plus de connaissances dans l'art du combat humain. Et le Jiu-Jitsu était parfait parce que c'était vraiment la science la plus aboutie en matière de l'art du combat entre deux êtres humains. Et cette explication intellectuelle, je suis friand de ça. Après, physiquement, bien sûr, voilà. Voilà pourquoi je suis... Ok. Et tu as fait plusieurs interviews. Oui. Et quelle est la plus belle des choses que tu as pu en retirer de toutes ces interviews? Eh bien, la plus belle des choses... Oh, oh là, tu me fais frissonner. Ça fait drôle. Mais la plus belle des choses que je retiens, c'est que c'est avant tout vraiment une histoire. On voit que, je sais pas, j'ai envie de dire, que ce soit pour le sport, que ce soit pour la chanson, que ce soit pour d'autres choses d'art, on voit que ce sont des plateformes différentes avec ce terrain commun qui est que ce sont des êtres humains qui ont envie d'être ensemble, de partager quelque chose et de l'offrir. C'est vraiment ce que je retiens. Et là, aujourd'hui, avec toi, quand je t'entends, je sais pas, on a parlé de Jiu-Jitsu, mais ce qui est vraiment très puissant, c'est cette humanitude que tu exprimes et que tu offres et que chacun peut ressentir, je crois, derrière l'écran, et pour lui-même, par rapport à sa propre histoire, dans ce que on a des valeurs pour soi et on a quelque chose à offrir et on peut le faire en synergie, ensemble, apprendre les uns des autres. C'est ça en fait que je retiens. C'est ça qui m'anime. Parce que je ne te connais pas, comme tu dis, mais depuis nos échanges, on sent qu'il y a quelque chose. Donc, on a cette humanitude qu'on ne se connaisse pas les uns les autres. On a ce truc qu'on partage qui est quand même plus grand. Tu vois? Voilà. Ouais, c'est vrai. Je te remercie, c'est vrai. Ben écoute, Amal, je te remercie pour ce temps extraordinaire, mais j'espère qu'on en aura d'autres parce que tu es vraiment quelqu'un d'extra. Et puis si jamais je passe en Belgique, ben, je ne manquerai pas C'est bien vu, bien sûr, tu me contactes. d'aller Bien toquer sûr, à bien la famille Jiu-Jitsu 4 avec ses règles, ça me parle trop, bien ça sûr. me parle trop. Tu es bienvenu. En tout cas, j'ai passé un moment très agréable. Ah, Un c'est bon moment de super, partage. c'est super. Et je te remercie vraiment. C'est Merci. super, super. Merci à toi, et bon entraînement, et puis les compétitions, c'est pour bientôt. Je regarderai, hein. J'espère. Prends bien soin de toi, Amal. Merci à toi. Merci pour Salut. tout. Merci. Salut. Au Salut. revoir. Au revoir.